Bienvenue chez Fogg, l'émission qui met l'écran au service de l'écrit. Avant le grand débat qui l'opposera à trois invités dont il ignore encore l'identité, c'est la règle de cette émission, eh bien j'accueille l'ancien candidat à la présidence de la République, un homme qui sort un livre, disons un livre tous les 2 mois à peu près, hein, et encore, je crois qu'il va peut-être accélérer le rythme. Jack Lang, l'ex-ministre de la Culture de François Mitterrand, bienvenue. Bienvenue, alors il y a tout le temps des livres de Lang qui sortent, c'est incroyable, vous inondez les librairies, hein. Mais vous n'arrêtez pas, vous écrivez vous prenez le temps de les lire tout le temps. Faire la révolution fiscale chez Plomb, avec Hervé Lebras, Immigration positive, chez Odile Jacob, puis bientôt vous allez écrire Pourquoi vous ne vous présentez pas. Ça c'est vous qui les racontez, non? Bon, eh bien, avant toute chose, je vais vous poser les questions qui fâchent. Alors, ma première question, Jack Lang, elle est horrible, mais c'est la question qui, je crois, oui, c'est une question qu'on doit entendre dans les cafés de France. Et c'est une question d'ailleurs que nous ont posé un certain nombre d'internautes de France 5. C'est qu'est-ce que Ségolène Royal a bien pu proposer à Jack Lang pour qu'il renonce à se présenter? Réponse, niente. Ouais, vous avez bien proposé quelque chose. On dit qu'elle vous a proposé le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai ça? Mais je vous y réponds, niente, nichts, rien, nothing. Mais quel est le ministère qui vous intéresserait? Je ne sais pas, c'est peut-être qu'elle regarde l'émission ou Strauss-Kahn, d'ailleurs, ce sera peut-être Strauss-Kahn, je ne sais pas. le sujet n'est pas celui-là aujourd'hui. Mais alors, voyez, Jack Lang, vous avez dit et répété tout le temps... Et puis alors une vie peut passer en dehors d'un ministère, en dehors de la présidence de la République, en dehors même de l'État. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, parfois les meilleures ou les moins mauvaises, hors l'État et plutôt même contre l'État. Oui, mais alors pendant des mois, vous avez dit j'irai jusqu'au bout. Absolument. Vous avez même dit, moi je suis pas un de ces toutous là qui répondent aux coups de sifflet pour aller au chenil, hein, quand un certain nombre de gens vous disaient allez dégager. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas un toutou. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend, Jack Lang. Je ne peux pas m'étendre longuement aujourd'hui là-dessus. Ah, ce sera intéressant. Un mot simplement. Il eût fallu que le premier secrétaire du Parti socialiste tienne l'engagement qu'il avait pris à mon égard. Ah, c'est quoi? L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'était de permettre à chacun, pas seulement à mon égard, de permettre à chacun des leaders de la majorité du Parti socialiste, s'il voulait être candidat, d'être candidat. Or, pour des raisons... C'est-à-dire, vous n'aviez pas les signatures nécessaires pour être candidat? Les conditions administratives ont été organisées de telle sorte que j'ai été empêché de l'être. Mais ne m'en demandez pas davantage. Si vous aviez eu les signatures, vous auriez été candidat? Bien sûr, bien sûr. Ah donc vous avez été empêché? J'ai été empêché, point final. Comme membre de la majorité, voilà. Au PS, vous avez été empêché? Exactement. Ah mais c'est une information ça. C'est une information, si vous le voulez. C'est ajouté à cela une considération que j'ai exposée, à savoir que la situation exigeait que l'on ne multiplie pas à l'infini les candidatures, mais la raison première, la raison fondamentale, est celle que je vous dis, celle que je vous expose, c'est une raison administrative, politique, interne. Donc il y a de la colère chez vous? Une forme de rébellion. Ah oui, c'est pas bon pour Ségolène Royal, ça, peut-être, non? J'espère que ce ne sera pas mauvais pour le Parti socialiste. Alors, une question gentille, hein, maintenant, Jack Lang, pour changer. Ouais. Est-ce que le problème, au fond, c'est que vous n'êtes pas trop gentil, puisqu'on sait qu'en politique, quand même, faut mieux être tueur pour réussir, pour aller Peut-être loin? que je suis un peu naïf, c'est vrai. Peut-être que j'ai trop tendance à croire à ce qui m'est dit. Peut-être qu'en effet, vous pensez que vous avez été trop naïf avec François Hollande, par exemple? Peut-être qu'en effet, j'ai tendance à prendre au pied de la lettre les engagements qui sont pris. Et alors, une question d'un internaute de France 5, Vincent Baudet. Ça, c'est une question qui fâche. Quelle main préférez-vous serrer, Jack Lang? Celle de George Bush ou celle de Fidel Castro? Je dirais que, si j'avais à nuancer un peu mon propos, je dirais celle de Fidel Castro au début de la révolution cubaine, lorsqu'il a réformé le système de santé et l'éducation de son pays. Merci Jack Lang d'avoir répondu si franchement. Et je voudrais maintenant vous inviter à regarder un petit reportage de Thibault Nolte qui est allé au Parlement et qui a demandé à vos collègues comme à quoi et ou à qui ils avaient envie de vous comparer. Lecture, Tristan. Si Jack Lang était un animal, ce serait lequel? Zèbre.
Pourquoi? Parce que ça se perd dans la campagne, mais ça court très vite. Un lapin. Pourquoi? Un lapin, à cause de ses grandes dents mangeuses de carottes. Je dis ça sympathiquement. C'est un animal. Moi, je le verrais assez bien en caméléon, c'est-à-dire prêt à se fondre dans toutes les situations. Un singe un peu chafouin, voilà. Et si c'était un héros de fiction, hein, de roman, de bande dessinée ou de cinéma? Quelle question. C'est un roman en tant que tel, Jacques Lang. Ah, Peter Pan, tiens, Peter Pan. Ce serait un dandy toujours jeune, donc ce serait Dorian Gray. Oui, ben le marsupilami, hein, un animal un peu facétieux et puis qui est sûr de lui, qui s'étale, qui montre sa puissance qu'il n'a pas par ailleurs. Non. Il me vient à l'idée Croquignol, des pieds nickelés. Pourquoi? Des pieds nickelés parce que ce sont des personnages sympathiques, un peu fous, un peu hors du monde, assez décalés, qui font des choses très, très, très chouettes, très bien, mais injustement, je ne sais pas, mais à qui on n'a pas envie de confier des choses sérieuses. C'est Bon, vache, vous hein. voyez, les gens de droit sont plus sympathiques. Oui, c'est ça, c'est vache qu'elle a dit Christiane Taubira. Hein, Croquignol. Non, j'ai noté que, j'ai une mémoire qui n'est une mémoire d'éléphant. Ah oui, vous l'éléphant, vous avez une mémoire d'éléphant. Oui. Ah oui, vous allez régler des comptes, hein. Non, je le garde à la tête. Et je note que les gens de droite sont plus cool, plus sympathiques et plus classe que les personnes de gauche que vous avez interrogées. D'abord, Jacques Lang, nous allons maintenant... Ce qui n'est pas surprenant. Nous allons maintenant passer au débat avec nos trois invités que vous allez découvrir. Mais avant d'ouvrir le débat, je vous propose de regarder l'un des sujets de la semaine. Il y en a plusieurs cette semaine. L'un des sujets de la semaine, c'est Alain Juppé, qui a repris sa mairie de Bordeaux. Lecture, Tristan. Pour moi, l'enjeu est bordelais aujourd'hui et rien d'autre. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'intention de reprendre des responsabilités nationales. Cela dit, j'ai des convictions. Je les ai mûries d'ailleurs pendant ma période canadienne. Je vais publier bientôt un petit livre où j'exposerai un certain nombre de mes conceptions sur le rôle de la France, sur les atouts qui sont les siens, sur la confiance qu'il faut avoir dans son avenir. Et évidemment, le moment venu, je m'exprimerai pendant le débat présidentiel. Jacques Lang, on ne meurt jamais en politique et Alain Juppé nous en administre encore la preuve. Oui, bon, écoutez, c'est un homme, même si on n'est pas en harmonie politique avec lui, qui a du talent, de l'intelligence. Il a beaucoup apporté à Bordeaux. C'est une ville qui s'est énormément transformée sous son impulsion. Bon, il a payé pour beaucoup d'autres. Vous dites qu'il a payé pour Jacques Chirac? Pour beaucoup d'autres, Ouais. qui étaient les vrais coupables. Et il sera candidat en 2012? L'homme a été honorable et digne, et voilà. Vous voyez bien comme candidat contre vous en Ah, ça, 2012? j'en sais rien, Non. c'est pas mon sujet, non. Enfin, vous êtes heureux de le voir revenir dans le jeu, bah, même si vous n'êtes pas de Heureux, ses je trouve amis. que c'était dommage, en effet, d'être privé d'un homme d'une qualité intellectuelle, ils ne sont pas si fréquents. Voilà, je vais maintenant poser la même question à nos trois invités. D'abord, Daniel Lefebvre. Daniel Lefebvre, qui est professeur d'histoire à Paris 8 et qui publie un livre, le livre dont tout le monde parle, un livre qui fait scandale d'ailleurs, pour en finir avec la repentance coloniale. C'est aux éditions Flammarion. Alors, contente de revoir Juppé? Bah écoutez, ça prouve au moins que les Français ont la culture de l'oubli et du pardon. Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous êtes député UMP de l'Essonne, vous êtes le poil à gratter du parti majoritaire, vous êtes également républicain, souverainiste, anti-européen et tout et tout. Et vous publiez, les anti-européens disent toujours qu'ils ne sont pas anti-européens. Vous publiez Français, reprenez le pouvoir. C'est un livre-programme aux éditions de l'Archipel. Alors content de revoir Juppé? Ça dépend pour quoi faire. Alors, Ouria Boutelja, notre troisième invité, vous êtes l'un des chefs de file des indigènes de la République, dont vous avez été l'une des cofondatrices en 2002. Tout à fait, oui. Et alors, Juppé? Spontanément, j'ai envie de dire que je m'en contrefiche. Mais en y réfléchissant, la présence de M. Juppé n'apporte rien et n'apportera rien à la question fondamentale qu'ont posé les révoltés des quartiers populaires il y a un an. Bon, alors on va commencer avec vous, Daniel Lefebvre. Alors que le film Indigène
fait un tabac dans les salles de cinéma en France. Vous publiez un livre très documenté pour en finir avec la repentance coloniale. Vous dites non, non, la colonisation ne fut pas du tout ce que vous croyez. Par exemple, vous prétendez, chiffre à l'appui, que la colonisation a coûté très très cher à la France. Hein, que ce fut même, vous dites, une sorte de tonneau des Danaïdes. Oui, effectivement, si on a bien des motifs économiques à l'origine de la colonisation parmi d'autres, ces espoirs ont été déçus. Et au total, la colonisation a coûté effectivement des sommes considérables aux contribuables français. C'est en gros cette fois le plan Marshall sur moins d'un siècle. Alors, vous dites que, par exemple, le solde colonial n'a été excédentaire avec la métropole qu'une année sur 3. Oui. C'est-à-dire que la métropole achetait tout plus cher aux colonies. On achète le caoutchouc, les phosphates, tout ça? Absolument, on achète tout plus cher, on a une structure de prix qui fait que la France paie à ses colonies des produits extrêmement chers. Et non seulement elle les paie cher, mais en plus elle fournit aux colonies une bonne partie des moyens nécessaires pour qu'ils puissent acheter les produits manufacturés français. C'est-à-dire, au lieu de les acheter ailleurs, elle privilégiait systématiquement les colonies qui fabriquaient souvent plus cher. Absolument. Alors, il y a un exemple que vous donnez, par exemple, en 1961, ce sont des chiffres officiels du ministère des Finances, la France achetait les produits algériens 68% plus cher que ce qu'elle aurait déboursé si elle s'était procuré les mêmes produits, c'est-à-dire des agrumes, des dattes, des primeurs, en Espagne ou bien en Italie. Ou du vin surtout. Je veux dire, on achète, la première production qu'on achète à l'Algérie, c'est du vin, dont une bonne partie est distillée aux frais du contribuable, puisque le coût de distillation est plus élevé que le prix de vente de l'alcool qu'on en tire. Alors effectivement, c'est une étude qui est faite au moment où se dessine la perspective de l'indépendance de l'Algérie, et les hauts fonctionnaires du ministère des Finances essaient de faire un bilan coût-rapport. Et ce qu'ils constatent, eh bien, c'est qu'effectivement, l'Algérie coûte beaucoup plus qu'elle ne nous rapporte, pour reprendre les paroles du général de Gaulle. Alors, Houria Boutadja, j'imagine que vous avez lu le livre de Daniel Lefebvre. Qu'est-ce qu'on en pense à Indigène de la République? Qu'est-ce qu'on en pense? Vous avez appris des choses quand même. Vous ne rejetez pas tout en bloc? Non, je ne rejette pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de chiffres. Il peut y avoir des faits tout à fait véridiques, la question n'est pas là. C'est ce qui me choque, c'est le point de vue mesquin, petit, qui ne vous grandit pas, monsieur Lefebvre. Si vous voulez, ce point de vue quantitatif sur la colonisation, imaginez qu'on juge l'occupation allemande du point de vue de ce que ça a coûté aux contribuables allemands. Vous voyez un peu le point de vue que... Enfin, c'est un point de vue que je trouve parfaitement lamentable. La comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire le colonialisme et le nazisme, on ne peut pas vraiment comparer. Non, parce que je crois que la colonisation doit se juger à partir des victimes de la colonisation, et c'est vrai que l'histoire a toujours été faite par les dominants. Or, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut l'avoir du point de vue des dominés et du point de vue de ceux qui l'ont subi. Or, ceux qui l'ont subi ont lutté contre cette colonisation et ont versé le prix du sang. Et j'imagine que si on va jusqu'à se sacrifier et jusqu'à donner son sang, ça n'est pas, du point de vue de celui qui l'a subi, une œuvre positive. Donc je trouve ce point de vue absolument lamentable. La réponse du professeur Lefebvre. Deux choses. D'abord, l'historien n'est pas là pour juger. La première chose, on n'est pas des procureurs. On est là pour essayer de connaître le passé, de le faire connaître, et pour essayer de le comprendre. Donc moi, je ne suis pas un juge, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, et je n'ai jamais prétendu que la colonisation a été positive, ce n'est pas mon problème. J'essaie de savoir ce qu'elle a été. Alors, il y a un historien qui s'appelle Mohamed Harbi. Mohamed Harbi a été un des dirigeants du FLN. C'est, à mon sens, le plus grand historien algérien. Et Mohamed Harbi estime que la colonisation a été la voie d'entrée des populations et des territoires colonisés dans la modernité. Et je pense qu'il faut effectivement prendre ce point de vue comme une réflexion intéressante pour réfléchir sur ce qu'a été la colonisation. Elle a été, au fond, au XIXe siècle, la voie d'entrée pour toute une série de territoires dans l'économie mondiale, dans cette mondialisation du XIXe siècle. Que ça soit accompagné de guerres, de crimes de masse, de spoliation, d'exploitation, bien entendu. La question n'est pas de
d'évacuer tous ces aspects de la colonisation. Parce que vous n'êtes pas un partisan de la colonisation, Ah, ça mais pas c'est du clair. tout. Moi, Vous n'êtes pas nostalgique de l'Algérie française et de... Ce livre est une réhabilitation de la colonisation. Je nie un nostalgique, ni une réhabilitation. Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui montre combien la colonisation pèse sur les populations, en particulier algériennes, puisque j'explique qu'à partir d'ailleurs toujours de documents officiels du milieu des années 1950, eh bien, le gouvernement français estime qu'il y a environ 6 millions d'Algériens sur 9 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, un niveau de vie qui est celui à peu près des hindous de la même époque. Donc il n'y a pas du tout d'éloge de la colonisation chez moi. Il y a l'idée d'avoir... Enfin, l'objectif, c'est de faire une histoire sérieuse, scientifique de la colonisation, et non pas de tenir sur la colonisation le discours idéologique ou moral qu'on tient. Oui, d'accord, mais c'est un livre à thèse. Enfin, je dirais presque un livre à charge. Enfin, vous développez une thèse. D'ailleurs, ça se lit très bien. La thèse, c'est celui de l'historien. Nicolas Dupont-Aignan. Non, moi j'ai commencé le livre, je ne l'ai pas fini. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il part de certains faits statistiques, historiques. Et il ne s'agit pas de prendre parti, en tout cas moi je ne le vois pas comme ça. C'est terrible de voir que 50 ans après, on est toujours dans la polémique et dans le drame, on l'a vu au moment des discussions à l'Assemblée nationale. La colonisation d'ailleurs à la française n'était pas obligatoirement la même que celle des Anglais sur leur territoire. Et si l'on reprend les débats parlementaires très intéressants au début de la colonisation, c'était plutôt la gauche qui allait, je dirais, libérer ces populations. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il aborde différemment et qu'il met un peu de côté tous les excès qu'on a dans un sens de ceux qui disent la colonisation c'était magnifique, on sait bien que non, et qu'il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et heureusement que ces peuples sont devenus libres, mais en même temps de ne pas tomber dans cet excès qu'on a depuis quelques mois et quelques années, où on devrait éternellement s'excuser pour ce qui a été fait. Alors là, j'aimerais quand même intervenir sur des mensonges. Je ne crois pas que les populations issues de l'immigration, par exemple, qui s'organisent autour de la question coloniale aujourd'hui, aient à aucun moment demandé la repentance de qui que ce soit. D'ailleurs, le mot repentance est un mot religieux qui n'a rien de politique. Or, nous sommes des militants politiques et nous, à aucun moment, nous ne parlons de repentance, nous parlons de reconnaissance. Le 17 octobre prochain, nous nous réunissons, comme toutes les années, sur le pont Saint-Michel pour commémorer le massacre donc, de ces Algériens pacifistes qui ont été jetés dans la Seine par le préfet Papon. Nous demandons la reconnaissance par l'État français et donc les institutions de ce pays d'un crime d'État. Et donc, c'est là où je dis qu'il y a mensonge dans les termes. À aucun moment on utilise le vocabulaire religieux, et donc je vous laisse, monsieur Lefebvre, à votre bigoterie, mais à un vocabulaire politique qui est celui de la reconnaissance. Ça, c'est la première des choses. Par ailleurs, ce n'est pas du tout aux Français qu'on le demande, et là aussi il y a mensonge, c'est à l'État. Et ce sont deux entités différentes. Jacques Lang. Oui, non, je m'excuse, je n'ai pas lu le livre, mais il n'est pas douteux que, indépendamment de vos calculs, pardonnez-moi de dire, d'apothicaire, plus ou moins juste, peut-être juste d'ailleurs, si la France a entrepris cette colonisation, c'est quand même pas des fins simplement civilisatrices, même si Jules Ferry et tant d'autres ont su présenter leur œuvre comme une œuvre de transformation humaniste. Non, c'était la constitution d'un empire, et sans cet empire géographique, économique, humain, d'une importance considérable, en Asie, en Afrique, en Amérique, la France n'aurait pas été la France. Et par conséquent, disons, notre pays, qu'il l'ait voulu ou non, est redevable à l'ensemble de ces populations d'avoir pu exercer une influence, bonne ou mauvaise, de disposer d'une puissance. La France n'aurait pas été la France à la libération, ou en tout cas, même pendant la guerre. Vous voyez le rôle que le général de Gaulle a joué à partir de l'Afrique pour pouvoir résister à l'Allemagne. Sans compter alors, effectivement, vous le rappeliez à l'instant, l'exploitation humaine, l'exploitation économique, la chair à canon. Le film indigène, enfin, pose cette question qui malheureusement n'est toujours pas résolue, de la honte que constitue l'inégalité de traitement entre les soldats français de la métropole et les soldats qui ont été arrachés à leur famille en Afrique, en Algérie ou ailleurs. Non, la colonisation a été une œuvre souvent inhumaine. Et aujourd'hui, notre devoir collectif, c'est en effet, comme vous le dites très justement, de le reconnaître.
et d'en tirer toute une série de conséquences en termes d'échanges, de coopération, d'accueil aussi. Et quand on voit de quelle manière les enfants ou les petits-enfants de ceux que nous avons exploités, de ceux que nous avons envoyés au casse-pipe, sont traités parfois aujourd'hui en France, ça soulève le cœur. Donc l'État doit s'excuser. Pas s'excuser, j'aime pas les mots, je suis comme vous, les mots excuses, les pleurnicheries. Non, il faut agir. Et en tout cas. Il faut agir, mais faire quoi alors? Il faut agir, je veux dire, bon, il faut, par exemple, de quelle manière, avec quel égoïsme, la France et les autres pays européens et l'Amérique ont, dans le cadre des négociations internationales de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ont mégoté à propos de l'agriculture. On sait très bien que les subventions agricoles versées par l'Union européenne et par les États-Unis apportent une concurrence sauvage aux productions agricoles africaines. Et finalement, ces négociations ont échoué en raison de l'égoïsme de la part des puissances occidentales. 2 remarques sur le discours humaniste que vous venez de tenir. D'abord, vous mêlez des choses exactes avec des erreurs. Quand vous parlez de chair à canon, je suis tout à fait désolé, mais que la France ait mobilisé des soldats coloniaux au cours de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine et même pendant la guerre d'Algérie, c'est exact. Est-ce que ces soldats ont servi de chair à canon? Je veux dire, ça fait 40 ans que les historiens ont fait litière de cette chanson. Le taux de mortalité des soldats coloniaux n'est pas supérieur, il est même parfois inférieur au taux de mortalité des soldats métropolitains. Donc chair à canon, non. Ou alors, tous les soldats des guerres ont été de la chair à canon. Et c'est vrai aussi bien pour la première... En 14-18, quand même, avec les Sénégalais, il s'est passé des choses, quand même. Non. Il y a eu... On les envoyait en premier pour nettoyer. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, je renvoie à la très belle thèse de Marc Michel qui s'appelle L'appel à l'Afrique, les soldats africains dans la Première Guerre mondiale. Marc Michel a parfaitement établi qu'il n'y avait pas une surmortalité des soldats coloniaux. Et c'est la même chose, le film Indigène a permis de le préciser, c'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Le taux de mortalité des soldats noirs africains est de 5% entre 1943 et mai 1945. Il est de 5% pour les tirailleurs maghrébins, ou les Goumiers, etc. Il est de 5,8% pour le total de l'armée française et il est de un peu plus de 8% pour les Français d'Afrique du Nord, ce qu'on appellerait aujourd'hui les pieds noirs. Donc le mot chair à canon, c'est encore une fois une idéologie totalement victimaire. Deuxièmement, monsieur le ministre, si vous me permettez, quand vous dites la mesquinerie au moment des négociations de l'OMC, je vous invite à réfléchir à un chiffre. Aujourd'hui, aucun État industrialisé n'arrive à atteindre les 0,7% de son PIB au profit des pays du tiers-monde, y compris la France quand vous étiez ministre. Y compris la France quand vous étiez ministre. Bien sûr. Et malgré toutes les déclarations... Comme vous savez, on y inclut les Antilles et les possessions actuelles de l'outre-mer. La France, du temps de l'Empire colonial, accordait 2,10% de son PIB à l'aide au développement de ses colonies. Donc 3 fois plus, à l'époque, que ce qu'on est incapable de fournir aujourd'hui à l'aide aux pays développés. Donc il faut faire attention, la colonisation n'est pas uniquement, je ne dis pas que ça peut l'être, mais n'est pas uniquement un égoïsme effréné et un appât du gain. Jack Lang. Oui, mais alors, il y a un point en tout cas sur la question, disons, de la chair à canon, d'abord le lien des Sénégalais ou le lien, moi je suis contre la guerre et contre les guerres, et notamment ces guerres monstrueuses que nous avons menées les uns les autres en 14-18 et après. Mais on est contre la quand guerre, même le lien à la nation, le lien à la nation n'était quand même pas le même que celui des Français d'ici. Et par ailleurs, quand même, la réponse à la question que vous posez, mais elle est dans cette inégalité des pensions versées aux uns et aux autres. Ça veut dire qu'il y a une justice à géométrie variable. On ne traite pas de la même manière un citoyen d'ici ou un citoyen du Sénégal, d'Algérie ou d'ailleurs. Jusqu'en 1946, l'égalité est réalisée en 1946 et elle est cristallisée en 1958 pour l'Indochine et en 1959 pour les autres pays, et notamment à la demande des anciens États colonisés devenus indépendants, parce que l'égalité de traitement des anciens combattants conduisait à une inflation générale de tous les traitements des fonctionnaires de ces pays. Nicolas Dupont-Aignan, quand on lit « Français reprenaient le pouvoir » aux éditions de l'Archipel, vous en prenez à Nicolas Sarkozy parce qu'il régulariserait trop de sans-papiers, en tout cas à vos yeux. Enfin, visiblement, vous n'êtes pas sur les positions de Jack Lang. Hein. Non. C'est le mérite du débat démocratique.
C'est ce qu'on va essayer de faire là maintenant, parce que j'aimerais qu'on parle notamment, par exemple, de l'affaire des clandestins. Moi, j'aimerais bien d'abord qu'on connaisse votre point de vue, puisque non, mais votre point de vue sur l'immigration. Vous donnez des chiffres considérables. C'est l'antithèse totale d'immigration positive, puisque Jacques Lang prétend, dans son livre avec le professeur Lebras, il prétend que la France est l'un des pays où il y a le moins d'émigrés en Europe. Il donne le pourcentage, 5,5%, alors que c'est 9% par exemple en Allemagne. Vous donnez des chiffres énormes. Vous dites à peu près c'est près de 200 à 300 000 immigrés qui arrivent, plus les clandestins. Ce que j'essaye d'expliquer, il n'y a pas que ça dans mon livre, c'est une petite partie. Ah oui, bien sûr, c'est un livre-programme, je l'ai bien dit, vous parlez de non, mais je le dis parce qu'on est parti de la colonisation, on arrive à l'immigration. Ce que je dis, c'est que justement la politique de personnes comme Jacques Lang, depuis 30 ans dans notre pays, a créé un problème majeur d'immigration qui est en train de se retourner contre les étrangers en situation régulière, contre les personnes d'origine étrangère, qui est en train de créer un climat de haine, de reproche, dont est d'ailleurs le symbole Madame, qui est en train de déstabiliser toute notre société. Et faute d'avoir eu le courage, à un moment donné, de dire stop, c'est-à-dire de stopper les entrées d'étrangers dans notre pays, faute d'avoir eu le courage, par exemple, de stopper le regroupement familial, stop d'avoir eu le courage de restreindre nos frontières, stop d'avoir eu le courage d'aider l'Afrique par un grand plan Marshall financier considérable, en revoyant les règles de l'OMC, là je pense que je serais d'accord avec Jacques Lang là-dessus, eh bien on est en train de créer une bombe qui explose aujourd'hui. Et que le petit milieu parisien, qui vit complètement coupé des réalités, nie cette question depuis des années. Et elle le nie, d'ailleurs elle la nie en raison à cause du Front National. Parce que comme le Front National est raciste, excessif, finalement le milieu politique n'a pas osé aborder la question. Et je suis convaincu qu'il y a des solutions qui permettraient à la fois de développer... les solutions, par exemple, concernant les clandestins et les sans-papiers, c'est de ne pas les régulariser. Surtout pas céder. Ouais. Parce que, humainement et individuellement, chaque cas, bien évidemment, est terrible. Mais le rôle d'un homme d'État, c'est pas de céder sur tous les cas. C'est pas d'alimenter une machine infernale. Si ces personnes viennent dans notre pays, c'est d'abord parce qu'il y a une misère et un mal-développement dans les pays d'origine. Et ça, on ne les traite pas. Si ces personnes viennent, c'est parce qu'on les exploite en France, qu'on n'ose jamais lutter contre les employeurs travailleurs clandestins. C'est qu'on n'ose pas lutter contre ceux qui les logent dans des ghettos. C'est que tout ce petit monde, finalement, s'accommode très bien de ces migrations. Les personnes qui viennent et qui fuient l'Afrique, elles ne viennent pas obligatoirement par plaisir. Donc, finalement, tout le monde s'accommode. C'est parce qu'on ne touche pas en amont en Afrique, c'est parce qu'on laisse faire une main-d'œuvre bon marché et on laisse faire des entrepreneurs qui profitent de cette main-d'œuvre. Et puis après, on passe sa vie à faire de grands discours antiracistes une fois qu'on a mis les conditions du racisme. Et je crois qu'il est urgent à la fois de développer l'Afrique, à la fois de taper davantage contre les employeurs travailleurs clandestins, à la fois d'intégrer, je dirais même d'assimiler, j'ose prendre ce terme, les étrangers en situation régulière et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un modèle français et pas des communautés qui se multiplient avec tous les dangers que cela a. Bref, je crois qu'il faut une politique globale et pas une politique d'indignation permanente qui est confortable mais qui ne sert à rien. Vous avez entendu, Jacques Lang, c'est dur. Et vous, les socialistes, à Cachan ou ailleurs, vous êtes pour les régularisations de sans-papiers. Bon, une première chose qui est extrêmement importante que vous rappeliez sur ce plan-là, nous sommes d'accord. Je pense que la question sociale est déterminante. Je veux dire qu'elle vaut pour ceux qui sont nés ici, ceux qui viennent d'ailleurs. Je crois que la question sociale est déterminante pour tout d'ailleurs, aussi bien pour l'école, pour le travail, pour l'emploi, pour tout, pour l'organisation de la société. Et tout ce qui aujourd'hui mine la société française, c'est cette sorte d'apartheid, disons, social, territorial, humain qui sépare des quartiers riches et des quartiers pauvres, des départements riches et des départements pauvres, des régions riches et des régions pauvres. Et je crois que le grand chantier, ou l'un des grands chantiers à côté de l'éducation et de la recherche scientifique pour le futur, c'est ce chantier de la ségrégation territoriale, sociale, humaine et culturelle. S'agissant de la situation des immigrés, je crois que vraiment il faudrait premièrement dédramatiser cette histoire, la sortir, l'arracher à la confrontation politique. Il y en a marre quand même que depuis 30 ans, la droite française ou une fraction de la droite française utilise l'immigration comme fonds de commerce électoral. Mais oui, quand vous regardez ce qui se passe dans des pays comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, dans les pays scandinaves, on n'utilise pas à ce point de frénésie
l'immigration comme le problème qui devrait être celui à partir duquel on devrait se décider électoralement. Alors moi je propose, je vais répondre plus concrètement, je propose que si nous l'emportons aux élections prochaines, nous réunissions autour d'une table les partis républicains de droite et de gauche et qu'ensemble nous essayions de construire une charte nationale de l'immigration. Car il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas se mettre d'accord sur les règles d'accès au territoire, sur les règles... Vous proposez presque un gouvernement d'union nationale. Hein, mais il y a des sujets, en effet, je ne sais pas, les institutions publiques... Ça y est, là, vous êtes prêts à... Alors maintenant, j'en viens... On va recommencer comme la semaine dernière entre Fillon et Rocard. J'en viens à la question des sans-papiers. Écoutez, halte à l'hypocrisie. Halte à l'hypocrisie. Il y a en France, par définition, on ne le sait pas, clandestins. Alors c'est 200 000, 300 000, personne ne le sait. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Vous donnez des chiffres beaucoup plus importants. Oui, mais personne ne le sait. Il suffit de vivre en banlieue pour voir ce qui se passe. Disons 200 000 ou 300 000. Donc, vous dites il faut refuser la régularisation à ces personnes. Beaucoup d'entre elles sont ici depuis 5 ans, 10 ans. Mais oui, bien sûr, j'en connais, moi, beaucoup, depuis 5 ans, 10 ans, sont installés ici, ont travaillé. Au nom de quoi peut-on leur refuser humainement des titres de séjour? Et je termine. Si vous leur refusez ces titres de séjour, vous continuez à en faire des clandestins. Car, quelle que soit la politique que vous meniez, plus musclée encore, j'espère que non, plus musclé encore, jamais vous pourrez... Il trouve que Sarkozy est un peu mou. Mais il faut quand même que... Oui, allez-y, répondez. Je termine. Nicolas Dupont-Aignan répond. Je termine. On ne peut pas quand même fonder un raisonnement sur un mensonge. Je veux dire, vous ne pouvez pas expulser... Bon, je suis contre les expulsions. Vous ne pouvez pas... Mais je suis contre les expulsions. Sauf s'il s'agit de gens qui ont commis de graves fautes et qui méritent et qui n'ont pas de lien avec le pays ici. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas en expulser plus de 10 000 ou 20 000 par an. Monsieur Sarkozy, président de notre parti, n'a pas été capable, et je le comprends, d'en expulser de plus de 20 000. Donc, il y aura inévitablement en France 250 000, 300 000, plus, dites-vous, de clandestins exploités par des salopards sous-payés qui n'ont pas accès aux soins et qui vivent dans des conditions misérables et indignes. Ne disons pas qu'ils n'ont pas accès. Juste un point. J'entends le discours de Jacques Lang. Mais alors, que dit-il en fait? La loi républicaine ne s'applique pas. C'est ça que vous dites. On ne peut pas expulser, on n'expulse pas. Changeons la loi. Ça veut dire que vous accueillez, alors à ce moment-là, toutes les personnes qui veulent entrer sur le sol français. Vous dites qu'il n'y a pas les mêmes polémiques dans les autres pays. Pourquoi n'y a-t-il pas les mêmes polémiques dans les autres pays? C'est parce que dans beaucoup d'autres pays occidentaux, la loi est respectée un minimum. En France, on vote des lois et on ne les respecte pas. Ce que je conteste à Nicolas Sarkozy, je l'ai dit très clairement, c'est de nous convoquer pour voter une loi au Parlement et un mois après, sous la pression médiatique, de régulariser au cas par cas. Le cas par cas, c'est l'incitation à l'entrée sur le sol français de toujours plus d'étrangers en situation irrégulière, alors que notre pays n'a pas les moyens sociaux, scolaires, économiques de les intégrer. C'est irresponsable à l'égard de ces populations. Et cette démagogie, cette irresponsabilité alimente un cercle infernal qui empêche de traiter les problèmes sociaux, parce que vous le savez très bien, dans les départements de banlieue que je connais bien, on est arrivé à un tel point d'arrivée de personnalité. On n'a pas les logements, on n'a pas l'école, mais ce n'est pas la concentration de la pauvreté. Vous ne pouvez résoudre les questions de pauvreté que si vous n'avez pas quantité de personnes qui arrivent chaque année. Demandez au maire socialiste de Clichy, où il y a eu les questions, demandez au maire socialiste de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un maire UMP, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tous les jours arrivent des étrangers supplémentaires. On n'a pas les moyens de leur offrir des boulots. On n'a pas les moyens d'accueillir leurs enfants. On n'a pas les moyens et on alimente une bombe. Et vous êtes en train, on a créé le populisme parce qu'on n'a pas traité par courage les questions. Mettez 20% de pauvres à Neuilly et les choses changent. Ouria Boutelja. Il y a la France d'en haut, il y a la France d'en bas. Et il y a la France d'en dessous de la France d'en bas. Et la France d'en dessous de la France d'en bas, c'est une France basanée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout limiter à la question sociale. Il y a une fracture raciale dans ce pays. Et je ne donne qu'un exemple. Monsieur Sarkozy est un Hongrois de la deuxième génération. C'est un immigré de la deuxième génération. Monsieur Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Personne ne lui demande de s'intégrer.
Et c'est tant mieux, c'est tant mieux, personne ne lui demande de s'intégrer. En revanche, il y a une partie de la population française qui l'est depuis au moins 400 ans. Ce sont les Antillais. Les Antillais sont aujourd'hui traités comme des immigrés, alors qu'ils sont français depuis 400 ans. La différence entre M. Sarkozy et les Antillais, c'est que M. Sarkozy est blanc. Les Antillais sont noirs. Vous êtes sûr, il y avait quand même un président du Sénat qui était antillais. Non, je parle sous la Ve République. Je parle du fait qu'il y a un homme qui est M. Sarkozy, à qui personne ne demande de s'intégrer alors qu'il est immigré de la 2e génération, et qu'il y a des Antillais qui sont noirs et qui sont traités comme des primo-arrivants, à qui on demande encore actuellement est-ce qu'ils sont bien français ou pas. Je dis simplement qu'il y a... Mais la manière dont ils sont traités dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire que ce que je pointe, c'est ce qu'il y a de structurel, non pas c'est ce qu'il y a de structurel dans la société. Je dis il y a une fracture raciale et je crois, je n'enferme rien, c'est la réalité de ce pays et il faut que cette réalité surgisse, il faut la regarder en face pour pouvoir gérer cette question. Il n'y a pas qu'une question sociale, il y a une question raciale. Par ailleurs, monsieur... Vous l'instrumentalisez, vous en jouez et vous la créez. Si vous le permettez. Non, je ne crée pas le fait que personne ne demande à M. Sarkozy de s'intégrer. Personne ne demande. Il y a un ministre qui est de Guyane, il y a eu des présidents du Sénat. Je parle des discriminations de masse, monsieur. Azouz Begag est une caution. Azouz Begag, c'est le Bachaga Boualem. C'est le Bachaga Boualem, c'est l'élite indigène. Et vous vous souvenez de Sid Cara? Vous vous souvenez de Mme Sid Cara? Oui, non, mais vous me donnez des petits... Non, mais arrêtez, je vous parle de la masse, je vous parle des masses, je vous parle de ce qu'il y a de structurel, et vous me donnez des exemples de personnes. Non, moi, je vous parle des masses. Excusez-moi. On va y revenir sur les masses. Dernière chose, Monsieur Dupont-Aignan, vous dites, Français, reprenez le pouvoir. Quelles que soient leurs origines. La catégorie... Français, quelles que soient leurs origines. Quelles que soient leurs origines. Quelle que soit leur couleur de peau, si vous voulez savoir. Oui, d'accord, très bien. Donc ça veut dire que vous nous invitez à nous, fraction de la société... Non. Entre autres, tous les Français, mais entre autres, non, mais la communauté, mais les Français, ça n'est pas une catégorie homogène, et dans cette catégorie, il y a entre autres ceux qui sont issus de l'histoire coloniale, dont je suis, noirs, berbères, arabes, musulmans, etc., antillais. Et donc, si je comprends bien, vous nous demandez à nous de reprendre le pouvoir. Je vous remercie. Non, mais je vous remercie. Je vous remercie, sauf que je voudrais... Oui, je vous remercie de dire aux Arabes, aux Noirs et aux musulmans de reprendre le pouvoir. Sauf que je souligne une chose, c'est que le pouvoir, on ne l'a jamais eu. On ne l'a jamais eu. Donc voilà, donc c'est gentil de nous inviter à reprendre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Il y a certainement du racisme dans la société française, c'est clair, il suffit de regarder la couleur des élites, on sera d'accord là-dessus. Mais si vous demandez des comptes à la France au nom des indigènes, pourquoi est-ce que les protestants ne seraient pas fondés à en demander au nom de la Saint-Barthélemy ou les Vendéens après les massacres de la Révolution dont ils ont été victimes? Non, je dis simplement, non. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de structurel dans la société française. Je dis qu'il y a une fracture raciale. Et ça, c'est d'instrumentaliser une colère et paradoxalement, non, monsieur, les discriminations, c'est un fait. Effectivement, les discriminations, c'est un fait. Un mot du professeur Lefebvre. Les discriminations, c'est un fait. C'est pas il en existe, c'est structurel, c'est un fait. Il y a des discriminations, on est tous d'accord. Pour autant, faut-il relancer cette histoire d'apartheid permanente? Je ne crois pas. Il Parce que s'il y a un pays au monde où il y a une liberté existe. comme en France, quelle que soit notre origine, c'est bien en France. Je vous mets au défi de trouver un autre pays au monde. L'apartheid est construit par le haut. Alors, un mot du professeur. C'est pas nous qui avons décidé. S'il vous plaît. Un mot du professeur Lefebvre. Qu'il y a du racisme en France, oui. Que ce racisme plonge ses racines dans le passé colonial, c'est d'une absurdité absolue. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on va l'affirmer 50 fois qu'on va le démontrer. Tous les historiens de la colonisation dressent un tableau beaucoup plus nuancé des rapports des Français, non seulement avec les colonies, mais avec les populations coloniales. Les pouvoirs en France sont très très blancs quand même, professeur. Oui, ils sont très très blancs, mais c'est tant d'étrangers voudraient venir en France. Attendez, moi je pose une question quand même. Pourquoi tant d'étrangers rêvent de venir en France? Pourquoi les jeunes Algériens crient visa? Pourquoi tant de personnes rêvent de venir en France? Pourquoi ils préfèrent la France aux États-Unis même, au Canada et d'autres? Pourquoi la France est mythique pour tant d'étrangers qui sont si heureux d'arriver dans notre pays? C'est parce que c'est un enfer, parce que... enfin, il y a un moment où les bras m'en tombent d'entendre des discours. Non, mais la France, depuis toujours, sait très bien faire sa publicité. Je veux dire, elle fait croire au monde entier qu'elle est le pays des Lumières. C'est extraordinaire. Y a-t-il un pays au monde où on donne la CMU, la carte vitale, quand on arrive au bout de 3 mois? Est-ce qu'il y a un pays au monde qui existe comme ça? Moi, je suis
Est-ce qu'il y a un pays au monde? Et pourquoi? Et finalement, pourquoi toutes ces personnes veulent venir en France? Alors, et y vivre? pour Moi, je continuer m'interroge. sur le thème de la repentance, je vais vous poser à tous une question. S'il vous plaît. Je veux améliorer S'il vous plaît, la France. un instant, Ah bah alors, un c'est bien. instant. Donc vous êtes Un instant, citoyenne un instant. française. Un instant, s'il vous plaît. J'aspire S'il vous plaît, à s'il vous l'être plaît, là, vous humaine. êtes pas tenable, là. Attends, S'il vous plaît, Non, mais quand s'il même, vous plaît, pour il y a quand même continuer. non, mais on peut pas, Attends. on peut pas. Moi, je donne totalement d'accord, totalement raison, pardon, à madame. Je veux dire que et c'est malheureusement une situation qu'il y a aujourd'hui en France. Brodel disait la France se nomme diversité, et c'est vrai. Malheureusement. Brodel a sorti un livre qui s'appelle L'identité de la France. Oui, et en même temps, il commence son livre sur la France par Ce sera cette phrase, parler du livre. la France se nomme diversité. Et c'est vrai. Diversité des paysages, terroirs, bien chez sûr, Brodel. mais diversité aussi terroirs, raciale, chez ethnique, Brodel. etc. Or, c'est vrai que c'est un échec collectif que jusqu'à présent nous n'avons pas réussi, Olivier Lévert disait, à faire que l'ensemble des composantes de notre société soient représentées à tous les échelons de la société. Mais est-ce qu'on va Regardons réussir? l'Assemblée nationale, Mais on est d'accord regardons là-dessus. le gouvernement, regardons les grands cas de l'administration. Mais comment réussir Eh bien, justement ça? par Est-ce que volonté, c'est en désignant par une ou est-ce que volonté, c'est en rassemblant? par un Et combat, avec par une volonté, par C'est une pas la même détermination. Et je ne suis pas sûr qu'on soit nickel, mais dans la prochaine Assemblée nationale, dans les listes socialistes, il y aura beaucoup plus, pas assez encore, de représentants de la diversité. Ils représentent la diversité ou ils représentent la diversité ou ils représentent leur circonscription? S'il vous plaît, là, vous n'êtes pas tenable. Non, mais c'est une question de fond. S'il vous plaît, Juste un mot. Non, il faut qu'on termine là. La question, quand j'entends Jacques Lang dire ils vont représenter la diversité, moi ça me choque, parce que j'estime qu'un député est une fraction de la représentation nationale, c'est-à-dire qu'il représente tous les Français. Certes, oui. Ah ben il faut le dire. C'est une évidence. C'est mieux Ça de le vaut dire comme aussi- ça. Non, ça c'est vaut pas une aussi, évidence. excusez-moi, ça vaut aussi pour les femmes. Nous avons décidé nous-mêmes qu'il y aurait autant de femmes que d'hommes candidats qui seront, quand ils seront élus, des représentants du peuple, naturellement. Et ceux qui seront arabes, noirs, etc., seront des représentants du peuple. Alors, Basta. à propos de loi et de représentants du peuple, Jack Lang, fallait-il une loi pour condamner les négationnistes du génocide perpétré par les Turcs contre les Arméniens au début du XXe siècle? Grave question. Est-ce qu'il faut des lois? Pas nécessairement, et le moins possible, et des lois utiles et efficaces. J'ai été à l'origine, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en 2001, de la déclaration par laquelle le Parlement, l'Assemblée nationale, puis le Parlement tout entier, a reconnu le génocide arménien. C'est un acte moral de réparation et de justice à l'égard des Arméniens qui ont souffert dans leur chair de génération en génération à la suite des massacres de la guerre de 14-18. Fallait-il une deuxième loi punitive, pénale, qui pourchasserait en justice les personnes vivant en France qui discuteraient ou contesteraient ce génocide? La réponse, c'est non. Bah, pourtant, c'est une loi socialiste, là. Je suis en désaccord, je l'ai dit publiquement. Avec votre parti? Avec mon parti, je sais pas, le parti n'a pas beaucoup délibéré, il faut le dire. C'est la direction. Ah, c'est passé comme ça en C'est la, news, vous voulez la dire haute direction du Parti Avant socialiste. les élections? Je n'en sais rien. Ah, ce serait l'électoralisme, peut-être? Il y a une part de dérive électoraliste, en effet, je le crois. Et j'estime que ce n'est Pour pas... draguer les voix arméniennes, vous pensez? C'est une pure illusion, car les électeurs ont beaucoup de considération pour les dirigeants qui ont du courage et qui ne cherchent pas à séduire ou à draguer les voix des uns et des autres. Non, c'est la loi qui a été aujourd'hui, ces jours derniers, votée. Peut-être ne sera-t-elle pas votée par le Sénat, je n'en sais rien. En tout cas, pourquoi je suis contre? Parce qu'elle est contraire à la Constitution. La Constitution française prévoit que la liberté d'expression constitue l'un des principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel. Au nom de quoi pourrait-on empêcher telle ou telle personne de discuter des massacres de la guerre de 14-18? En plus, c'est beaucoup plus grave. Si le Conseil constitutionnel était saisi de cette loi, le risque est que par implication, la loi de 2001 reconnaissant, et c'est pour ça que je suis contre surtout, reconnaissant le génocide arménien soit censurée. Donc ce serait une loi boomerang, hein? C'est une loi boomerang, exactement. Voilà, bon. Vous parlez court et juste. Bon, merci. C'est le moment maintenant d'aborder la troisième partie de cette émission, le post-scriptum. Alors Jacques Lang, il y a un rituel dans cette émission, c'est aussi un grand moment, hein. C'est le moment de la question catastrophe de Monique Younes.
notre experte libanaise, qui pose des questions qui sont beaucoup plus importantes qu'elles n'en ont l'air. Lecture, Tristan. Jacques Lang, bonjour. Nous sommes le 10 juin 2007. Ségolène Royal est au pouvoir. Elle a désigné son Premier ministre, qui a désigné son Conseil, dont vous ne faites pas partie. Mais l'heure est venue pour élire le président de l'Assemblée nationale, dominée par les socialistes. Et vous avez toutes vos chances lorsque François Hollande vous appelle et vous demande, au nom du parti, de vous retirer au profit d'Arnaud Montebourg. Que faites-vous, Monsieur Lang? Vous y allez ou vous vous sacrifiez? Bon. Encore se sacrifier tout le temps. Prenons ça comme un jeu. Et il y en a marre. Un pur jeu. D'abord, il faut gagner pour ça. Il faut vraiment gagner. Il y a du boulot encore pour gagner. Croyez-moi, il y a encore beaucoup de travail. Montebourg, président de l'Assemblée, candidat contre moi, non, je maintiens ma candidature. Ah oui, même si Hollande vous demande de vous sacrifier. Il pourra tout demander maintenant, terminé. Ah, vous ne serez plus l'agneau sacrificiel. Sûrement pas, sûrement plus. Ah ben c'est une nouvelle, c'est important, il s'est passé quelque chose là, voilà. Jacques Lang maintenant, il persiste, hein. Il signe, il ira jusqu'au bout, vous l'avez déjà dit. Je tire l'enseignement de comportements politiques que j'ai pu juger sur pièce. Bon, c'est dur ça, hein. Il est très en colère, Jacques Lang. Alors, on va continuer dans les questions présidentielles, hein, et puis on va faire même un peu de politique fiction, on va s'imaginer au soir du second tour. Sur quel thème le président gagnant, président élu, l'a emporté? Sur quel thème il l'aura emporté? Je pense qu'il l'aura emporté s'il l'emporte, pour la gauche je parle, s'il est capable de faire ressentir aux Français qu'il est en mesure de changer vraiment les choses, changer le régime politique, changer la politique de recherche et d'éducation et changer l'organisation territoriale, en particulier en finir avec l'apartheid social, éducatif, culturel, qui sépare les quartiers entre eux, les départements entre eux. Là, on revient aujourd'hui. Qui choisissez-vous là? Parce qu'il va falloir vous décider là maintenant entre Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Laurent Fabius. Je me prononcerai quand le débat sera ouvert. Ouais. C'est-à-dire d'ici 15 jours. Même pour Laurent Fabius, c'est possible? Vous pouvez... Je n'ai rien à vous dire pour l'heure. Mais vos affinités vous portent plutôt vers moi-même. Ségolène Royal? Vers les idées que je défends. Vers Dominique Strauss-Kahn? Non, je choisirai celui dont la vision politique sera la plus proche de celle que je défends. Une question à laquelle vous allez pouvoir répondre maintenant, hein, parce que vous n'avez pas beaucoup répondu aux dernières. Quel est le livre que vous conseillez? C'est en plein dans l'actualité, si vous voulez. C'est un livre dont je vous recommande la lecture. En plus, il est très court, mais très fort. Ah bah oui, c'est bien. Grâce à mes deux filles... Court et pas cher, oui, très bien. Court et pas cher. Grâce à mes deux filles, Caroline et Valérie, j'ai redécouvert cet été Jack London, Martin Eden, d'autres livres, très forts, très beaux, très émouvants, bouleversants. Et lui, c'est un vrai socialiste. Il n'y a pas beaucoup de vrais socialistes pur sucre. Il y a beaucoup de socialistes en peau de lapin. Qui, par exemple, vous citez il y en a des beaucoup, noms? il y en a beaucoup, donc il y a l'embarras du choix. Parmi les éléphants, il y en a? L'embarras du les gens choix, importants, oui. en général. Alors, le coup de cœur de Jacques Lang, c'est Ce que la vie signifie pour moi, par Jack London, il faut donner l'éditeur, aux éditions du Sonneur. Hein. Le coup de cœur du professeur Lefebvre. Le coup de cœur, c'est un livre d'histoire, c'est Voyage au cœur de l'OAS d'Olivier Dard, publié chez Perrin. Donc on pensait à peu près tout savoir sur l'OAS, cette organisation fasciste qui pousse le combat pour l'Algérie française jusqu'à vouloir assassiner De Gaulle. Olivier Dard, qui est l'un de nos meilleurs spécialistes de l'histoire de l'extrême droite en France, qui a bénéficié des archives intérieures de l'organisation, montre la complexité, la diversité de cette organisation. Et donc, c'est un livre extrêmement intéressant puisqu'il renouvelle complètement notre vision de ce moment de l'histoire de France. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous nous conseillez? L'autre monde de Stiglitz, aux éditions Fayard. C'est un livre sur la mondialisation, parce qu'on a beaucoup discuté de beaucoup de choses, mais cette mondialisation qui est en train de détruire notre planète, de broyer l'homme. Stiglitz explique comment on peut faire autrement. Et comme il est américain, qu'il a conseillé le président Clinton, bien finalement, dans sa bouche,
dans sa bouche, certaines choses passent plus que quand nous on le dit ou on nous accuse de ne rien comprendre à l'économie et d'être finalement des interventionnistes franchouillards. Donc c'était Un autre monde de Joseph Stiglitz chez Fayard. Et vous, Ouria Boutedja, qu'est-ce que vous nous conseillez? Pour une politique de la racaille, c'est un livre, donc c'est un point de vue indigène sur la société actuelle en France. C'est un livre subversif, c'est pas pour les bobos, que je recommande à tout le monde. Alors c'est de qui et où? Sadri Chiari aux éditions Textuelles. Voilà, et puis moi, eh ben, mon coup de cœur, c'est John Irving, Je te retrouverai. C'est très très gros, c'est presque aussi gros, c'est peut-être plus gros que Les Bienveillants d'ailleurs, je n'ai pas compté le nombre de pages, il y a moins de morts. C'est l'histoire d'une recherche du père, ça sent le donuts, le marshmallow et puis le feu de bois, c'est drôle, c'est drôlement bien. On dit toujours que c'est pas un grand écrivain, John Irving, en tout cas moi j'adore, je conseille et vraiment vous ne perdrez pas votre temps. Je te retrouverai aux éditions du Seuil, et puis n'oubliez pas ce week-end, c'est livres en fête un peu partout en France. Et bon, forcément, nous, on adore Livre en Fête. Et d'ailleurs, c'était encore une invention de Jack Lang, ça, non? Oui, sous un autre nom, ça s'appelait La Fureur de lire. Voilà, merci. Je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Immigration positive, que vous avez écrit avec Hervé Lebras, aux éditions Odile Jacob, Jack Lang. Et puis, un deuxième livre de Jack Lang, en attendant le troisième et le quatrième, ça tombe comme un gravelotte chez vous. Jack Lang, Faire la révolution fiscale, ça c'est chez Plomb. Le professeur Lefebvre, Daniel Lefebvre, et le livre choc de Daniel Lefebvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, le livre qui met beaucoup de gens en colère. Et puis, bon, on va voir Indigène, puis après, on lit votre livre, ou l'inverse. C'est aux éditions Flammarion. Nicolas Dupont-Aignan, Français, reprenez le pouvoir. Aux éditions de l'Archipel, c'est le livre-programme d'un candidat à la présidence de la République. Vous irez peut-être jusqu'au bout, vous, mais c'est pas sûr. Si, j'irai jusqu'au bout. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ah bon? Ouais, c'est pas sûr. Non, vous serez surpris. Vous verrez. Et puis enfin, Ouria Boutedja, auteur de nombreux manifestes. Mais enfin, on ne peut pas encore recommander votre livre parce que c'est pour le début de l'année prochaine. Ce sera en librairie. Voilà, merci. Cette émission est terminée. On se retrouve sur France 5 la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis en attendant, n'oubliez pas, regardez la télévision de temps en temps, en tout cas quand c'est France 5, ça va, mais lire un livre, c'est toujours mieux. À la semaine prochaine.